Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à cette première table ronde de la matinée. J'espère que vous êtes toutes et tous réveillés, vous avez pu prendre votre café. Donc on va parler pour ces prochaines 30 minutes de réemploi, particulièrement dans la restauration commerciale, pour voir un petit peu où on en est, quelles sont les avancées d'un point de vue évidemment réglementaire, mais aussi où en sont les acteurs du secteur. Donc, avec moi aujourd'hui, donc je suis Justine Laurent de l'agence Circulab. Avec moi aujourd'hui, donc Charlotte de BioBurger, Juliette de Zero Waste France et Alice de ex-Réseau Consigne, comme vous l'avez peut-être compris hier, et du coup nouvellement Réseau Vrac et Réemploi. Et je vais vous laisser vous présenter avant de passer au vif du sujet. Merci Justine, bonjour à toutes et à tous. Donc Alice Sabat de Réseau Consigne, Feu Réseau Consigne et donc maintenant Réseau Vrac et Réemploi. Donc on représente les acteurs de la filière du réemploi et du vrac, donc les acteurs économiques de ces filières. Bonjour à tous. Wow. Juliette Franquet, du coup je travaille pour Zero Waste France, qui est une ONG citoyenne qui a été à l'initiative des réseaux et qui les laisse voler de leurs propres ailes aujourd'hui. Depuis 25 ans, on milite pour la réduction des déchets et des gaspillages, avec un gros focus sur les emballages, donc le vrac et la consigne étant des sujets assez prioritaires pour nous. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte Gibaud, je suis directrice achat et développement produit chez BioBurger. BioBurger, c'est une enseigne de restauration rapide 100% bio. Donc on fait du burger 100% bio. On a pour un peu mission de rendre l'agriculture, de démocratiser l'agriculture biologique et d'être un petit peu un exemple de restauration responsable à notre échelle. C'est bon. Vous nous entendez bien ? Alors, pour commencer, c'est important qu'on pose le cadre et la définition aussi de réemploi dans la restauration commerciale. Depuis le 1er janvier, il se passe quelques petites choses en France. Et du coup, ce que je vais te proposer, Alice, ça va être de nous présenter le cadre réglementaire, de nous rappeler un petit peu les échéances, nous rappeler aussi qui ça concerne dans la restauration commerciale, pour qu'on reparte de ce cadre commun. Oui, donc vous l'aurez sûrement remarqué, depuis le 1er janvier 2023, donc, les restaurants sont tenus de servir les repas et les boissons dans des contenants réemployables pour la consommation sur place, dès lors qu'ils peuvent servir 20 personnes simultanément. Donc ça veut dire qu'ils doivent arrêter avec l'usage unique, et donc ça concerne notamment toute la restauration hors domicile, donc les fast-foods, les restaurants traditionnels, le snacking, etc. Et peut-être petite question sur les 20 places. Est-ce qu'on peut avoir une question qui se pose souvent, un food court, un stade, est-ce qu'ils sont concernés aussi par cette réglementation ? Alors, dès lors que l'acteur a une activité de restauration, que ce soit son activité principale ou non, et qu'il peut servir 20 personnes simultanément, donc en intérieur ou en extérieur, il est concerné par la loi. Merci beaucoup. Donc le cadre réglementaire est posé. Donc on a une loi qui oblige les acteurs à servir dans de la vaisselle dure et réemployable. Mais a priori, les acteurs ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous et il y a pas mal de retard. Donc Zero Waste France, vous avez fait une étude terrain pour aller effectivement constater d'où en étaient notamment les enseignes de restauration rapide et de fast-food. Donc Juliette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Pardon. Donc notre ONG, on avait beaucoup travaillé pour cette loi qui date depuis plus de 3 ans. C'est la loi AGEC, donc sur l'économie circulaire. Et donc là, au mois de janvier, on sentait déjà, et on avait publié une tribune d'ailleurs avec le réseau VRAC, le réseau Consigne et d'autres acteurs du réemploi au mois de décembre pour alerter les institutions et les médias sur le fait que les acteurs n'étaient pas prêts alors qu'ils avaient eu 3 ans pour se préparer.
Et au mois de janvier, donc on a une centaine de groupes locaux à travers la France, et donc on a proposé une enquête terrain à tous nos bénévoles. On a été dans 300 établissements. On s'est focalisé sur les fast-food, les grandes chaînes, parce qu'on pense aussi que c'est les gros acteurs qui doivent être les plus exemplaires. Parce que oui, passer au réemployable, ça comporte un changement d'habitude et ça doit être pensé en amont. Il y a certains achats qui doivent être faits. Mais ces acteurs-là avaient 3 ans pour le faire, et le résultat de l'enquête, c'est que plus de la moitié n'étaient pas prêts, complètement prêts. Donc il y a 4 enseignes en particulier qui sont McDonald's, Burger King, KFC et Quick. Et les résultats sont vraiment dramatiques. Enfin, plus de la moitié n'étaient pas prêts, et les autres, ils étaient un peu prêts, et on en arrivait à débattre. Est-ce que les emballages de sauce, c'est de la vaisselle ou pas, et du coup, est-ce que c'est contenu dans la loi ou pas? Donc on était assez alarmés, d'abord parce qu'il faut rappeler l'impact environnemental catastrophique de tous ces emballages à usage unique qui sont utilisés quotidiennement par ces chaînes dont le modèle économique est basé sur le jetable. Et aussi d'un point de vue démocratique, c'est une loi qui a été votée, nous on représente la voix des citoyens. Vous tous ici, vous représentez des porteurs de projets ou des acteurs de filières d'avenir qui, on le sait, sont bonnes pour l'environnement, qui créent des emplois et qui sont face à des gros acteurs qui ne respectent même pas ces lois et qui auraient dû se préparer à le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des acteurs qui respectent la loi et surtout qui avancent, et pas que les gros. Donc comme quoi, finalement, la taille de la structure, les moyens vont influencer les choix et ces décisions, mais pas que, parce que vous, chez BioBurger, avec vos 16 enseignes, vous êtes à jour et vous êtes passé du jetable au réemployable dans chacune de ces enseignes. Donc Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours jusqu'au réemploi et comment vous en êtes arrivé aujourd'hui, vous, face à des grosses enseignes comme celle que Juliette vient de citer, rendre ça possible? Oui, alors aujourd'hui, en effet, les restaurants BioBurger sont équipés en vaisselle lavable, réemployable. On s'est mis en place sur le premier trimestre 2023. Donc on a eu finalement un petit peu de retard par rapport au 1er janvier. Ça a été... aujourd'hui, on est super content en fait, que ce soit en place en restaurant, parce que ça fonctionne super bien, autant au niveau opérationnel que client, ce qu'on ne pouvait pas forcément parier il y a un an. Donc on a commencé à travailler dessus, nous, il y a un peu plus d'un an, début 2022. En fait, on savait que ça allait prendre du temps de s'organiser au niveau opérationnel, de se fournir, etc. On a peut-être minimisé le temps que ça allait prendre. Du coup, on a aussi mis du temps à se mettre en place parce que un an de travail, il a fallu déjà un premier travail de sourcing qui n'était pas forcément évident pour trouver la bonne vaisselle. Et puis après, plein de questionnements et d'élaboration de scénarios sur comment on lave, comment on récupère la vaisselle, comment on réorganise nos cuisines pour pouvoir laver, etc. Donc en fait, ça a monopolisé un peu tous les pôles, particulièrement la partie achat pour la vaisselle et opérationnelle. Donc on a fait un premier test en septembre 2022 dans un de nos restaurants. On a lancé un deuxième en novembre 2022. Ça nous a permis quand même de tâter un peu le terrain et peut-être de réajuster deux, trois curseurs. Et on a commencé à déployer en fait en janvier 2023. Et ce qui nous a retardé pas mal, en fait, c'est l'approvisionnement en vaisselle, parce qu'en fait, on a eu des délais de production assez importants, puisqu'en fait, tout le monde a voulu produire au même moment. Et délai aussi de production de nos meubles, puisque que ce soit en cuisine ou en salle, on a dû faire des meubles un petit peu sur mesure. Et pareil, on a eu du délai un peu plus long que prévu là-dessus. Aujourd'hui, on a encore on a 15 restaurants équipés. Le 16e, c'est un de nos franchisés qui, lui, a décidé de... En fait, nous, on a élaboré un scénario, un modèle que les restaurants et notre réseau de franchise peut utiliser. On a un restaurant qui a voulu faire à sa manière et il a un petit peu plus de délai sur la mise en place. Mais c'est en cours et on espère et on veille à ce que ce soit mis en place le plus rapidement possible. Merci. Par rapport à ce que tu dis, donc déjà ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment ça nécessite un certain nombre de changements. Tu parles de l'aménagement, tu parles évidemment des clients. Vous y êtes allé étape par étape, donc vous avez ciblé en priorité un premier restaurant.
Ensuite, un deuxième, est-ce que là-dessus, tu saurais nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à choisir celui-ci plutôt qu'un autre? Ou il n'y a pas eu de... Oui, là-dessus, c'était pas forcément un grand débat. Déjà, sur toute notre réseau, on a pris un restaurant qui nous appartient, pas un franchisé, pour pouvoir un peu plus expérimenter. Et on a pris des restaurants qui avaient du volume sur place aussi, parce qu'on a plus ou moins des restaurants qui font plus ou moins de ventes emportées. Donc voilà, ça c'était... Honnêtement, on aurait pu le tester dans un peu tous nos restaurants. Ok. Et on a choisi un restaurant parisien parce que plus facile de se déplacer, d'aller tester. Voilà. Ok. Et ce que tu dis, c'est que quand vous avez décidé d'y aller, les solutions, les opérateurs étaient là. Alice, c'est quelque chose que tu nous confirmes, le fait que l'offre, en fait, si je veux y aller, va être disponible. Et est-ce que surtout depuis le passage et l'application du coup de cette loi donc au 1er janvier, tu constates qu'effectivement l'offre de contenants, l'offre, on parle des meubles, etc., se développe et est suffisante pour que ces gros acteurs y aillent? Oui, alors les acteurs économiques qui sont dans notre réseau et qui proposent des solutions, donc que ce soit les fabricants d'emballage, les opérateurs qui proposent des solutions de traçabilité, aussi pour la vente à emporter, mais je crois que ce sera la prochaine question. Mais finalement, pour le surplace, les restaurants n'ont pas forcément tout le temps besoin d'être accompagnés. Je ne sais pas si vous l'avez été, BioBurger, mais par un opérateur, non. Mais l'expertise qu'on a, nous, elle est surtout sur la vente à emporter et sur la vente livrée. Mais on a des acteurs qui ont travaillé avec ces chaînes de restauration pour les aider à passer au réemployable. C'est le cas notamment de McDonald's avec Pixo et d'autres encore. Et c'est vrai que je ne sais pas si on peut projeter la cartographie des acteurs, mais aujourd'hui, il y a des entreprises partout en France qui proposent donc des services de réemploi à la fois sur la restauration emportée, sur la restauration livrée, et qui sont capables de faire du conseil aussi pour passer au réemploi sur le surplace. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de freins, il y a encore un petit bout de chemin pour faire en sorte que cette loi soit respectée et surtout aller plus loin. Hein. La loi, c'est un cadre. Ça peut être un accélérateur, mais il faut évidemment pas qu'il y ait que ça qui pousse les acteurs à y aller. Juliette, est-ce que tu saurais nous dire un petit peu finalement quels sont les outils, les actions qui restent à faire ou sur lesquelles il faut aller plus loin pour continuer cette transition des gros acteurs? Et vous, Zero Waste France, qu'est-ce que vous faites justement pour que ça continue? Déjà, il faut vérifier l'application de la loi. Et ça, c'est pas gagné. Donc, on compte aussi à tout le monde pour aller titiller ces restaurateurs. Enfin, on voit qu'il y a eu beaucoup de lois environnementales et malheureusement, il y en a un certain nombre qui ne sont pas appliquées. Donc, nous, on va veiller au grain sur ça. On avait, par exemple, porté plainte contre McDonald's il y a quelques années qui ne respectait pas la loi sur le tri à la source et des différents flux. Voilà, on va être en veille et on va être lanceur d'alerte. Et après, effectivement, il faut qu'on aille plus loin. Et la prochaine étape, c'est la restauration à emporter. Et là, le volume et la quantité de déchets par jour est astronomique. Et en plus, c'est en train de croître énormément. Voilà, on sait qu'ici, il y a plein de porteurs de solutions. Et il faut que ça se développe très vite. Et il faut qu'il y ait une loi qui soit obligatoire, contraignante. Nous, on est assez vigilants aux chartes et aux engagements volontaires où il n'y a pas de suivi et où il n'y a pas une contrainte réglementaire. Donc on va continuer à se battre pour qu'il y ait des objectifs réglementaires et qu'ils soient suivis. Et avant de revenir, on abordera effectivement la restauration à emporter en livraison juste après. Peut-être avant de revenir sur ça, donc la réglementation va pousser. Vous, chez BioBurger, il y a autre chose qui vous a poussé aussi à y aller, c'est la volonté. Déjà, vous êtes orienté et investi dans tout le développement de l'agriculture biologique, mais du coup, vous, ce qui vous a animé aussi dans cette transformation, c'est vraiment cette envie aussi de faire attention à la planète. Donc, tu nous confirmes ça? Et est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui vous ont aidé dans cette transition, les leviers que vous avez activés?
Oui, ce qui est certain, c'est que nous, toutes ces démarches de réduction de déchets, on est très preneurs et justement, on n'est pas parfait. On reste de la restauration rapide avec beaucoup de ventes à emporter, d'emballage. Donc, c'est un peu un questionnement de tous les jours de comment on peut faire mieux. Donc, nous, on est plutôt très ravis de cette loi. Et pour être honnête, en fait, on n'y serait pas allé, on aurait eu du mal à y aller tout seul s'il n'y avait pas eu cette loi. En fait, heureusement aussi qu'il y a cette législation parce qu'en fait, quand on est tout seul, qu'il n'y a aucune offre en place et que c'est difficile pour un petit acteur comme nous, ça a nécessité, comme je disais, 1 an de travail, des tests, de l'investissement. C'était pas facile parce que il y a 1 an et demi, il y avait très peu d'offres de vaisselle, par exemple. Donc aujourd'hui, ça bouge. Aujourd'hui, c'est plus facile, tout le monde s'y est mis, il y a un peu plus d'offres, tout le monde le fait, donc ça fonctionne, ça lance un entrain. Donc heureusement, en fait, nous, on est très contents d'avoir ce type de législation, c'est sûr. Donc d'un côté, la loi va forcer à passer à l'action et de l'autre, pour des acteurs qui sont déjà engagés, ça va légitimer, crédibiliser, mais aussi surtout aider à rassembler mutualiser. C'est certain que sur toutes ces initiatives écologiques de réduction de déchets, en fait, on est plus fort si on est tous dessus. Ça marche pour tous les sujets. Ok, merci. Donc on a commencé à l'aborder, ce cadre cible, la restauration commerciale aujourd'hui pour la consommation sur place, mais il y a une grande partie de la consommation qui est faite aussi à emporter ou en livraison. Est-ce que là-dessus, au niveau français ou européen, on a des avancées, des obligations? Est-ce que c'est un sujet qui fait partie du coup des discussions, des plaidoyers? Alice, Juliette. Alors, il y a eu une charte d'engagement volontaire qui a été mise en place par le gouvernement c'était il y a 2 ans pour la restauration livrée. Mais bon, voilà, c'est une charte d'engagement volontaire, donc les effets sont très timides. Donc oui, les solutions, elles sont là, elles sont rassemblées au sein de Réseau Concile. Les acteurs économiques, ils sont présents, comme tu le disais, Charlotte, sur les emballages aussi. Les fabricants sortent des emballages qui ont été designés pour le réemploi dans la vente à emporter. Donc nous, ce qu'on attend, c'est pour que la mise à échelle soit possible, c'est vraiment une loi qui oblige les restaurants à réemployer leurs emballages pour la vente à emporter et la vente livrée. En Allemagne, depuis le 1er janvier 2023, les restaurants sont obligés de proposer une alternative réemployable au même prix que l'usage unique. Mais on voit quand même que ça ne suffit pas, puisque donc, quand le consommateur a le choix, ça lui demande quand même une contrainte de rapporter l'emballage. Parfois, il faut télécharger une application. Donc, il y a quand même des barrières et c'est toujours plus facile d'aller vers l'usage unique. Aux Pays-Bas, la loi va être mise en place aussi, il me semble, en juillet. Et là, avec obligation de faire une réduction pour l'utilisation d'emballages réemployables. Donc voilà, nous, on attend vraiment qu'en France, ça arrive, puisque les acteurs économiques qui proposent des solutions sont là. Il suffit qu'il y ait cette loi pour vraiment mettre à échelle. Pour élargir un peu, effectivement, au niveau national, c'est très important. Au niveau européen, en ce moment, il y a un règlement qui est en train d'être discuté et on avait de grands espoirs qui sont en train de se réduire à peau de chagrin. Parce qu'effectivement, s'il y a un objectif au niveau européen sur l'ensemble du réemploi, alors là, on parle de la restauration livrée, mais ça donnerait quand même un cadre qui ferait que tous les acteurs économiques seraient obligés d'aller vers ce sujet-là. Au niveau national, aujourd'hui, on a aussi une concertation sur la consigne et il y a toujours une opposition entre recyclage et réemploi. On peut avoir de grands débats, mais quoi qu'il en soit, il faut des objectifs aussi sur le réemploi. Au niveau local aussi, il ne faut pas oublier le rôle des collectivités locales, notamment par la commande publique. Ils gèrent beaucoup d'institutions. Donc les collectivités locales peuvent être vraiment des alliés pour pouvoir développer ces marchés-là. Et au niveau international, dans quelques semaines commencent des négociations à Paris sur le traité plastique. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est moins de plastique. Et le réemploi peut faire partie des solutions quand le plastique est un matériau très nocif.
peut permettre quand même certains usages. Donc c'est vraiment, il y a la réglementation française, mais c'est vraiment, faut le penser au niveau local, national, européen et international pour qu'il y ait un ensemble de règles et d'orientations pour qu'on dise enfin, c'est fini le tout jetable. Ça fait seulement quelques décennies qu'on est là-dedans. C'est une catastrophe pour l'environnement, donc il faut repenser les modèles de production de manière urgente. Merci. Peut-être pour clôturer ce sujet et du coup la table ronde, on va rentrer dans l'opérationnel. Parce que vous, avec BioBurger, de nouveau, vous avez souhaité aller un petit peu plus loin et vous êtes en train d'expérimenter le réemploi sur la vente en livraison. Donc notamment avec Bibac et Uber Eats. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérimentation, Charlotte ? Oui, complètement. Alors c'est le mot, on expérimente, mais ça fonctionne plutôt bien. On avait lancé en fait un premier pilote, un peu homemade en juin 2021, suite à la charte d'engagement qu'avaient signé les acteurs de la livraison. C'est bien, ça avait initié un peu ce test. Et là, on l'a repris et poursuivi avec Bibac en améliorant un peu l'expérience, puisqu'ils se sont mis en partenariat avec Uber Eats. Et donc aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Le client qui commande chez BioBurger en livraison peut sélectionner l'option consigne, donc il paye 3 € de supplément de consigne. Et ensuite, il a juste, donc c'est livré dans une boîte en verre, donc avec le burger et la frite. Et le client ramène son contenant dans un des restaurants partenaires. Donc Bibac a une petite map interactive qui permet de voir tous les restaurants qui sont partenaires. Et le client rend sa consigne et récupère en plus 5 € de bon d'achat sur l'application Uber. Donc là aujourd'hui c'est en place dans 4 restaurants parisiens. Ça fonctionne assez bien. En fait, ça fonctionnait bien il y a un an. On s'est dit, bon, allez, on le continue, on le poursuit. Donc, on expérimente. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même encore pas mal de freins. C'est pour ça que j'aime bien ce mot expérimentation, parce que si on voulait vraiment le déployer à grande échelle dans tous nos restaurants, on a encore des freins à lever. Mais justement, le fait de l'expérimenter nous permet de voir que y a un vrai sujet de modèle économique. Aujourd'hui, on a un taux de retour qui n'est pas suffisant pour payer en fait le coût du contenant. Donc ça c'est un premier problème. Et puis après aujourd'hui ça va parce que c'est pas des volumes énormes. Si ça devait être toutes nos commandes qui devaient être en réutilisable, il faudrait repenser la cuisine. C'est tout bête, mais notre boîte en verre elle est grosse, elle s'empile pas, donc ça prend beaucoup de place en cuisine. Faut une marche de retour qui soit propre dans les respects des règles d'hygiène. Enfin, voilà, il y a plein de petites barrières à lever. En tout cas, pour un premier test, on est plutôt satisfait. Merci beaucoup. On va du coup clôturer cette table ronde avant de prendre les quelques questions qu'on pourrait avoir. Donc juste quelques mots de conclusion. Où en est-on donc, du réemploi dans la restauration commerciale ? Il y a un cadre. Ce qu'on comprend, c'est que ça met les acteurs évidemment en mouvement. On peut aller encore plus loin, d'un point de vue réglementaire, mais aussi surtout, on constate que ce n'est pas suffisant, notamment pour que certaines chaînes ou plus grosses structures activent de manière opérationnelle. Et par ailleurs, ce qui est génial, c'est que ça pousse à l'expérimentation et que ça rassemble. Donc c'est aussi un cadre fédérateur. Est-ce qu'un petit mot de la fin ou est-ce qu'on passe aux questions ? C'est bon ? Merci à toutes les trois. Est-ce qu'on a des questions ? Bonjour, c'est une question pour BioBurger et d'une manière générale, est-ce que vous connaissez des solutions de réemploi en cuisine, d'outils, de produits que vous utilisez en cuisine ? Des huiles de friture, des produits d'entretien. Est-ce que vous mettez en place des actions dans vos cuisines et sur vos sites ? Donc sur la matière première ? Matière première et puis tout ce qui va venir autour, l'entretien. Ouais. Alors sur l'exemple des huiles, en effet, nous on utilise beaucoup d'huile pour nos frites, donc ça, elle est réutilisée. Enfin, alors je sais plus quel est le traitement exactement. Je suis pas trop experte du sujet, mais c'est utilisé, retraité, recyclé. Après, typiquement sur les emballages, il y a tout un sujet de réemploi sur toute cette filière auprès de nos fournisseurs. Travail qu'on a un petit peu réfléchi, qu'on a un peu pas encore expérimenté, mais sur lequel on réfléchit de se faire livrer
nos matières premières dans des bacs réutilisables. Je sais qu'on a été pas mal en contact avec une entreprise qui s'appelle Pandobac, qui doit être là aussi, justement qui fait pas mal de réemploi sur l'amont. Et pourquoi pas se faire livrer, au lieu de se faire livrer dans des cartons, nos pains, et ben on se les ferait livrer dans des bacs qu'on pourrait réutiliser, etc. C'est des sujets auxquels on réfléchit qui sont aujourd'hui encore pas évidents sur tout l'aspect retour, etc. Merci. Bonjour. Une petite question. Comment vous financez? C'est parce qu'en fait, nous, on fait de la consigne aussi. Et l'exemple d'Uber, il est hyper intéressant. Quelqu'un paye 3 euros, il récupère 5 euros. Qui est-ce qui finance cet écart de 2 euros? Est-ce que c'est Uber? Est-ce que c'est vous? Alors aujourd'hui, donc les 2 euros en plus, aujourd'hui, c'est Uber qui finance. Et c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique, si on devait le faire tout seul, on perdrait de l'argent. Et je pense qu'on en perdrait pas mal. Donc c'est pour ça qu'on s'inscrit un peu dans l'expérimentation. Après, je pense que les modèles deviendront rentables aussi économiquement quand justement il y aura beaucoup d'acteurs sur le... Enfin, qu'on aura quelque chose qui fonctionne, qu'on aura un taux de retour. Mais en fait, si on veut améliorer ce taux de retour, il faut un petit peu expérimenter. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à des spécialistes de la consigne qui sont Bibac, à Uber qui joue le jeu aussi un petit peu. Tout seul, c'est plus difficile d'y arriver. Bonjour, merci beaucoup. Moi aussi une question pour BioBurger. Vous dites que les usagers peuvent rendre les contenants via la carte interactive proposée par Bibac. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un redispatch, d'un point de vue opération, qui est effectué par Uber Eats, ou bien les volumes sont si peu conséquents que finalement il n'y a pas vraiment besoin d'assurer un redispatch derrière pour vous assurer d'avoir assez de contenants à donner aux usagers qui choisissent l'option consigne? Le redispatch des contenants rendus? Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas trop cette problématique. Les contenants sont plutôt rendus dans nos restaurants. Je crois qu'on a eu très très peu de cas d'autres contenants. Et dans ce cas-là, on peut aussi s'appuyer sur Bibac qui s'assure de faire du dispatch si nécessaire. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu trop le cas. Je pense que le maillage aussi pour l'instant des restaurants n'est pas assez dense pour que ça se mélange beaucoup et qu'on reste quand même sur un système de livraison où les gens ont commandé plutôt autour du restaurant, donc viennent en restaurant. Et dans notre cas, comme l'opération était aussi présente avant cette map interactive, je pense que les consommateurs de consignes ont peut-être eu l'habitude de revenir en restaurant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, est-ce que c'est pas très clair pour moi dans la loi AGEC déjà aujourd'hui, une obligation pour le restaurateur quand on arrive avec son contenant réutilisable d'offrir une réduction sur le plat qu'on prend, et est-ce que dans ce que vous poussez en lobbying, il va y avoir aussi des incitations dans ce sens-là? Alors, il y a une obligation à accepter un contenant d'un consommateur dans la mesure où il est propre et approprié. Donc ça, Zero Waste France, nous on a une grande campagne depuis plus de 10 ans qui s'appelait le marathon commerce, et justement on allait dire aux commerçants s'il vous plaît acceptez les contenants, etc. Là maintenant c'est une loi, donc on va les voir, on leur dit en fait vous devez le faire. Et il faut aussi dire qu'avec le Covid il y a eu plein de fausses informations et plein de peurs, donc on a beaucoup milité pour ça. Et ça c'est une autre loi qui est encore pas très répandue. Donc n'hésitez pas, vous les uns les autres, à aller demander à votre commerçant d'accepter votre contenant et à rappeler que c'est une obligation. Pour ce qui est de la réduction, c'est seulement pour les boissons. Et nous, en fait, on n'a pas trop communiqué dessus parce qu'en fait, on ne dit pas combien il y a de réduction possible. Donc il y en a qui le font un peu. N'hésitez pas à titiller à chaque fois que vous allez prendre une boisson emportée. Mais comme la loi n'a pas indiqué, s'ils font 1 centime, c'est bon aussi. Et est-ce que c'est vraiment incitatif? On se pose un peu la question. Mais la réduction sur les boissons est obligatoire. Elle ne se fait pas. Mais même le fait d'accepter les contenants, ça ne se fait pas non plus. Donc là, on a besoin de tous les citoyens de France pour aller interpeller à chaque fois quand c'est pas fait, pour être garant de la loi, quoi. Et là-dessus, quand vous prenez le train,
Pareil, c'est très peu visible parce que ils n'ont pas forcément intérêt à communiquer dessus, mais la réduction est effectivement appliquée dans les wagons-bars SNCF. Donc il y a quand même, voilà, faut le savoir, vous avez quelques centimes d'offert quand vous ramenez votre contenant et il y a moins d'1% des personnes qui le font. Je leur ai posé la question. Donc voilà, à vous de jouer, quoi. Merci et bravo.